Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le Forum de la presse vous accueille pour ce vendredi 7 avril. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce grand dialogue. Une réunion des patrons des services secrets des pays africains s'est réunie samedi à Khartoum. Certains pays dont le Mali serait désormais une priorité pour l'État islamique. Yad Agali menace 11 pays, nous en parlerons dans cette émission. Également la conférence d'entente nationale, quel bilan? Dans le même élan, l'installation des autorités intérimaires à Tombouctou et Taoudeni, toujours dans l'impasse. Santé, enseignement, douane, les grèves se multiplient dans le pays. Nous en parlerons également dans cette émission. Avec nous sur ce plateau, Boubacar Yalkouye du journal Le Pays et notre Boubacar Païtao, cette fois-ci de l'Indépendant. Paul Ben, journaliste indépendant, sera avec nous très bientôt dans ce studio. Je suis Ousmane Diadji Touré à la présentation. La mise en onde est assurée par Sedoumbo. Le grand dialogue. Le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, désormais priorité de l'État islamique. Écoutons ensemble ce papier d'analyse lu par Idrissa Sako. Selon un haut responsable de la sécurité présent à la conférence, des milliers de jeunes Africains ayant rejoint des organisations djihadistes comme le groupe État islamique représentent désormais une menace réelle pour leur pays d'origine. Le Comité africain des services de renseignement et de sécurité basé à Abuja au Nigeria estime qu'environ 20 à 40% de combattants terroristes étrangers retournent dans leur pays d'origine depuis l'Irak, la Syrie ou ailleurs, après avoir pour l'État islamique. Nombre de ces combattants possèdent des passeports occidentaux ou étrangers qui leur permettent de voyager facilement en Afrique. Des rapports de renseignement indiquent que de nombreux combattants se rendent au Mali, au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Pour le comité, ces pays deviennent des priorités de l'État islamique. Le chef du service national de renseignement du Soudan indique que des mercenaires, des combattants terroristes étrangers et des organisations hors la loi forment le triangle de l'horreur en Afrique. Selon lui, ces trois éléments ont contribué à polariser les sociétés à travers l'Afrique. Boubacar Païtao de l'Indépendant, est-ce qu'il faut prendre justement ce type de menace au sérieux aujourd'hui? Quand on regarde le paysage sécuritaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal. À cela se rajoute justement cette nouvelle donne. Est-ce qu'il faut la prendre au sérieux? Bon, je remercie d'abord tous les auditeurs de Studio Tamani. Bon, il faut le prendre au sérieux parce que nous, on n'est pas en train de nous dicter une leçon d'histoire. Bon, au Mali, nous vivons cette question d'insécurité au quotidien. Donc, je pense qu'il faut le prendre au sérieux parce que quand on fait un petit recul, on se rend compte que les difficultés que nous avons, c'est à la suite du retour des Maliens ayant servi le colonel Kadhafi, paix à son âme. Donc, il va de soi que aujourd'hui, la menace elle est un peu globale. Donc, si aujourd'hui... Au nom des Maliens, justement, qui ont servi en Libye, il y a Mohamed Ag-Najim du MNLA, mais il y a également, par exemple, le général Gamou qui a servi en son temps, et Yad Agali d'ailleurs également. Oui, mais tout compte fait, le problème malien, la crise malienne est partie de là. Et les principaux acteurs en son temps, je crois que la plupart c'était des gens qui sont venus de la Libye. Bon, maintenant, si aujourd'hui il y a encore cette menace, il faut vraiment la prendre au sérieux. Mais malheureusement, je crois que les services de secret qui se sont réunis, bon, moi je ne vois pas, peut-être ils ont déposé le rapport, est-ce que si le rapport ne va pas dormir dans les tiroirs comme les autres rapports, c'est ça qui m'inquiète, sinon il faut prendre ça au sérieux. Merci Boubacar Yalkouye du journal Le Pays. Alors cette menace, qu'est-ce qu'il faut y voir justement? On parle de combattants notamment de l'État islamique. Est-ce que dans les rangs des combattants de l'État islamique, on peut compter déjà des Maliens? Oui, effectivement, moi je me dis que cette crise que nous vivons aujourd'hui, tous ces résultantes ne doivent pas quand même nous surprendre guère, puisque on est dans ce système il y a longtemps, mais par-delà également,
Nous avons vu qu'aujourd'hui, Yad Agali se trouve à la tête d'une forte organisation, qui n'est pas son seul groupe aujourd'hui, effectivement. Et donc, ce qui fait que ça va donner ça va quand même élargir la dimension d'intervention quand même de ces terroristes-là, ou de ces djihadistes-là pour des fins qui leur sont propres. Et également, moi, je pense que aujourd'hui, le fait que Païtao ait abordé, comme on appelle, vous avez dit que il y a beaucoup de responsables qui sont là aujourd'hui, qui ont eu à combattre auprès de Kadhafi, mais qui n'ont pas la même vision aujourd'hui. Je me dis qu'il y a une question de conflit d'intérêts. Une question de conflit d'intérêts en ce sens que certainement ils n'ont pas la même vision, comme on appelle, de leur engagement, comme on appelle ça, contre l'État, ou de leur idéologie. Ça fait aujourd'hui qu'ils ne sont pas ensemble. Sinon, quand ils étaient là-bas, pratiquement, ils luttaient pour la même cause. Mais quand ils sont revenus ici, il y a certains, comme quand on va prendre un monsieur comme Yad, qui s'est retrouvé du côté djihadiste, puisqu'il est plus pour entre guillemets, l'islam. Et comment on appelle, ceux qui sont aussi du côté du MLA. Donc Mohamed Agnajin qui est du côté du MNLA, et le général Gamou qui est du côté de l'armée malienne. Voilà. Bon, donc maintenant, moi je me dis que du côté du MLA, ils avaient une autre vision pour le Nord. Et d'ailleurs qui était cachée un peu sur cette revendication de donner plus de priorité, plus d'avantages au Nord, sinon même aller jusqu'à l'autonomie ou à l'indépendance. Maintenant, Gamou, bon, lui, il s'est reconnu directement de l'État. Et ça, d'ailleurs, je dirais bien que c'est ce qui a fait que ça a eu vraiment un impact positif par rapport à l'opérationnalisation de cette vision sordide de ces groupes armés-là qui voulaient coûte et coûte prendre le Nord. Merci. Paul Ben est avec nous. Merci et bienvenue, Paul Ben. Est-ce que justement une mise en place du MOC dans la région concernée pourrait être un frein au terrorisme grandissant? Bien sûr, moi je crois que si on met en place rapidement le MOC, qu'on l'étende un peu sur toutes les 5 régions du nord du Mali, ça va freiner considérablement l'insécurité et par-delà le terrorisme, parce que il faut qu'on comprenne que les jeunes qui sont généralement enrôlés dans ces forces négatives sont surtout des jeunes désœuvrés qui n'ont pas autre chose à faire que cela. Et vous savez, quand un jeune est en chômage, il est très facile de lui tendre la main avec quelques billets et de l'enrôler. Si le MOC est... Parce que vous savez, indirectement, le MOC, c'est un début de désarmement, de réinsertion. Le DDR qui est annoncé d'ailleurs dans une dizaine de jours maintenant. Bon, il est annoncé dans le début du DDR qui est annoncé pour oui, ça va, oui, ça va prendre un peu plus de temps que cela parce qu'il y a beaucoup d'inconnus dans l'équation, mais je crois que ça va être mis en place. Donc, je disais donc que la mise en place du MOC ou bien le démarrage réel du MOC sera un peu un début du DDR aussi, parce que quand vous êtes enrôlé dans le MOC, vous êtes désarmé, vous êtes automatiquement enrôlé dans l'armée. Vous n'êtes pas désarmé puisque vous restez armé, vous combattez maintenant pour l'armée plutôt. Oui. Bon, si je dis que vous êtes désarmé, vous n'appartenez plus à un groupe armé. Vous êtes contrôlé, vous êtes un peu caserné, cantonné. Donc vous êtes contrôlé. Donc ce n'est plus comme dans les groupes armés où chacun pour soi, Dieu nous pousse comme on le dit. Donc je crois qu'avec la mise en place du MOC, ça sera aussi un peu le début de la sécurité, parce que aujourd'hui les axes routiers du Nord, franchement, sont des véritables mouroirs. Chaque semaine, son lot d'attaques, de banditisme, de dépouillement des personnes de leurs biens. Je crois que si on met en place le MOC le plus rapidement possible, qu'on l'étende sur les 5 régions, vous allez voir que la sécurité va revenir petit à petit. Merci. Boubacar Païtao de l'Indépendant. On a vu cette opération de la force Barkhane sur la ligne frontalière qui s'est soldée par la mort d'un soldat français. Est-ce que le MOC, par exemple, pourrait éventuellement résoudre les problèmes qu'il y a dans le centre du pays? Oui, effectivement. Parce que le centre n'est pas concerné justement par cette histoire de MOC. Non, pas seulement le centre, tout juste un petit bémol. Ce n'est pas seulement que le centre du Mali. La région de Ménaka, la région de Ménaka
que je connais n'est pas aussi pour l'instant concerné par le MOC. Allez-y. Oui, ok, bon, chose, tout compte fait, la plupart des groupes actifs dans cette partie au centre, donc prêtent généralement allégeance à des groupes qui opèrent dans le nord. Je crois que l'opération Barkhane, bon, maintenant, moi, mon souci, c'est que on a pris trop de temps, énormément de temps avant de passer à de tels. Parce que tout ça, tous ces rapports, moi, c'est vraiment... Le mot qui n'est toujours pas opérationnel. Oui, mais c'est ça, parce que moi, en face, c'est-à-dire qu'il y a toute cette menace, mais malheureusement, en face, moi, je ne vois pas de force, effectivement, qui, pour contrôler tout ça, pour maîtriser, c'est-à-dire que c'est ça qui est malheureux. Mais bon, je crois que, c'est-à-dire que l'opération Barkhane, c'est-à-dire que c'est soldé par le décès d'un soldat, je crois que si réellement on parvient à maîtriser tous les contours et à continuer cela, je crois que ça va réduire considérablement, c'est-à-dire que les attaques même dans le centre. Parce que dans le centre du pays, généralement c'est des mouvements qui ont fait allégeance à des groupes qui opèrent généralement, qui sont leurs parrains et qui opèrent généralement dans le nord. Maintenant, si ils sont affaiblis, je crois que ça va diminuer beaucoup l'insécurité dans le centre du pays. Voilà, maintenant, je crois que le paramètre qu'il faut associer par rapport à la lutte contre l'insécurité dans le centre du pays, c'est de sensibiliser les communautés. Parce que ici, dans le centre du pays, le danger, c'est que c'est les communautés qui sont impliquées. C'est ça un peu le drame. Parce que je crois que sur ce plateau, on avait dit une fois, quelqu'un avait posé la question qu'avant, les attaques dans le centre du pays, se faisaient dans les périodes, c'est-à-dire que pendant les périodes, c'est-à-dire la saison chasse, pendant la saison chasse. Maintenant, actuellement, aujourd'hui, on constate même des attaques pendant la période hivernale. Ça veut dire que, alors que c'est une zone inondée. Donc, maintenant, une zone inondée, un étranger difficilement peut avoir accès à certaines zones. Ça veut dire que c'est les communautés, c'est-à-dire les autochtones même, qui sont impliqués dans ces attaques-là. Je crois que, c'est-à-dire que l'autre paramètre qu'il faut associer, il faut sensibiliser, essayer par même la présence de l'État, pour au moins combler le vide que l'État a. Merci. Boubacar Yalkouye, on a vu Yadagali menacer 11 pays, et parmi ces 11 pays, ironiquement, ni le Mali, ni le Niger, n'y figurent. Oui, moi je me dis que beaucoup de gens pensent que Yad à travers cette position a épargné le Mali. Moi je vois tout à fait le contraire, puisque je pense que le Mali c'est déjà un acquis pour ceci. Et également aujourd'hui où nous sommes, quand on essaie de voir un peu la position des terroristes, je me dis que le Mali est devenu quand même une base pour ceci. Pratiquement toutes les opérations partent du Mali, au moins pour attaquer les autres pays qui sont, comment on appelle ça, qui ont des trucs frontaliers avec le Mali. Et je pense que la menace, elle doit quand même être prise au sérieux. Et du côté du Mali, même si le nom du Mali n'est pas cité, qu'on sache quand même que jusqu'à preuve du contraire, le terrorisme il est là, le djihadisme il est là, et que vraiment, pas seulement les autorités maliennes, mais la communauté internationale aussi qui accompagne le Mali dans le processus de sortie de crise puisse quand même faire un pas pour que nous puissions rapidement endiguer ce problème-là. Et même quand nous voyons un peu l'acuité que la situation a prise aujourd'hui, le danger que nous constatons sur le terrain, c'est dû au fait que les partis qui se sont engagés pour aider le Mali vraiment jouent la politique de l'Autriche. Et c'est ce qui nous amène dans tout ça. Et quand malgré cette opération de la force Barkhane qui s'est soldée au sud, à environ 200 km au sud de Gao, qui s'est soldée par la mort d'un soldat. Oui, effectivement, moi je me dis que quelque part ils sont pas clairs avec le Mali, puisque quand on essaie même de voir aujourd'hui, j'écoutais RFI ce matin, j'ai entendu dire qu'il y a eu un rapport quand même du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Mali, où on dit vraiment qu'aujourd'hui la situation elle est alarmante et qu'il y a lieu rapidement de trouver les moyens adéquats pour pouvoir quand même résoudre cette équation du Mali. Et au moins dans la résolution, les moyens à mettre en place pour la résolution, il y a une question d'argent qui est là. Comment mobiliser les fonds et également payer les matériels, puisqu'ils disent qu'aujourd'hui on est à 62 ou 64% de ce qui avait été prévu
comme matériel pour combattre quand même ce problème au niveau du Mali. Donc ça sous-entend que quelque part ça ne va pas. Et moi je me dis également qu'ils doivent quand même se sentir moralement responsables, parce que le danger, au départ, ils pouvaient le combattre facilement, mais ils ont joué la politique de l'autruche, et ce qui a fait qu'aujourd'hui ils ont perdu le contrôle. Parce que compte tenu aujourd'hui du fait qu'il y a la multiplication, il y a avec plusieurs groupes, ça rend vraiment le truc davantage plus compliqué. Merci beaucoup. Si vous permettez, donnez-nous juste quelques secondes et nous vous donnerons la parole. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani. Paul Ben était justement sur une lancée. Paul Ben qui est journaliste indépendant. Il y a une menace 11 pays. Et parmi ces 11 pays, le Mali ne figure pas, ni le Niger d'ailleurs. Est-ce que, comme Boubacar Yalkouye, vous pensez, Paul Ben, que le Mali est un acquis, donc pas besoin de le citer? Non, pas du tout. C'est pas cela. Vous savez, la signification de Barkhane, hein, c'est une dune qui se mouvoit au gré du vent. C'est comme ça que les terroristes qui prennent souvent la parole le font. Ils essayent de jouer un peu sur les cordes sensibles des pays, des tendances, des mouvements, des forces en place. Est-ce que Al-Nosra, l'islam al-muslimine, qu'il y a aujourd'hui, a les moyens d'attaquer les pays européens comme la Suède, les États-Unis ou l'Allemagne, cités parmi les 11 pays menacés? Ils ne le font jamais seuls. Ils ont les moyens de coaliser avec d'autres forces négatives pour attaquer partout dans le monde. Il suffit qu'ils ciblent quelque part, c'est des gens qui sont déterminés. Un militaire allemand me disait l'autre jour, entre la détermination de lutter pour son pays et la détermination d'aller au paradis ou au ciel, vraiment il n'y a pas photo, quoi. Bon, je disais aussi, je voulais rebondir sur les propos de mon confrère Yalkouye pour dire que, je l'ai toujours dit, moi en tant que Malien, je compte d'abord sur les forces que nous avons. Quand je regarde par exemple l'axe Gao-Sévaré qui fait 555 km, je crois que il faut que notre pays, il faut que l'État malien, et je crois que ça va se faire très bientôt, il faut qu'on essaie de dépeupler un peu les agglomérations comme Bamako, comme Ségou, pour amener les forces des armées et de sécurité dans des zones qui ne sont pas très occupées. La gestion des ressources humaines au Mali pose problème, surtout au niveau de la sécurité. Je reviens toujours sur le cas de Menaka que je connais. Quand je le cite, les gens me disent qu'on a 4 gendarmes, 17 gardes, une centaine de militaires pour toute une région qui est en proie à l'insécurité. À côté, à 300 km, c'est Gao, la première région, la deuxième région militaire, où les militaires se marchent sur les pieds, où les forces armées de sécurité se marchent sur les pieds. On peut dépeupler un peu. Gao qui connaît également un problème d'hommes, puisque la police pour toute la région de Gao ne dépasse pas une 60aine d'hommes déjà. Exactement. Tout ça, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, il faut qu'on essaye de voir la gestion des ressources humaines. Bamako aujourd'hui, Dieu merci, c'est vrai, il y a une présence des forces armées de sécurité un peu partout. Il faut dépeupler. Il faut continuer à recruter, mais il faut envoyer les forces à l'intérieur du pays où besoin se fait sentir. Moi, je crois qu'avec ça, on peut essayer de dissuader et de lutter contre l'insécurité. Merci Paul Ben. Nous allons à présent parler de l'installation des autorités intérimaires à Tombouctou et à Taoudéni, installation qui n'est toujours pas effective. Le CGA refuse toute mise en place avant que leurs revendications ne soient satisfaites. Nous avons justement interrogé Hamata Ag Elmedi, chargé à la communication du CGA, qui c'était au cours d'un grand dialogue. Nous l'écoutons. Les CGA siègent Tombouctou et ils refusent l'installation des autorités intérimaires tant qu'il n'est pas pris en charge dans ces revendications. Et nous sommes chez nous à Tombouctou, nous ne sommes pas des étrangers à Tombouctou. Nous sommes campés dans notre camp à Tombouctou là-bas et nous attendons qu'une solution soit trouvée. Alors Boubacar Païtao a tort ou a raison, le CGA en tout cas siège Tombouctou et ne va pas lâcher prise jusqu'à ce qu'il y ait une décision en leur faveur. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je crois qu'ils ont raison. Je crois qu'ils ont raison parce que nous on a tout le temps dit, on a tout le temps dénoncé.
la mise en œuvre de l'accord, certainement parce que les autorités maliennes sont tellement accrochées à cela, mais quand ça les arrange, maintenant quand ça ne les arrange pas, ils font autre chose. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas aller installer un étranger à Tombouctou. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. C'est là le problème. Tout le problème, c'est à ce niveau. C'est que de conflits, groupes armés, on s'achemine petit à petit vers un peu la communautarisation. C'est-à-dire que chacun veut que dans ma localité, la localité où je contrôle, qu'il y ait quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas amener un étranger. Parce que quelqu'un me disait que lors de la répartition des 3 régions, c'est-à-dire que Tombouctou, Gao et Kidal, maintenant, c'est la CEMA qui doit installer, c'est-à-dire que celui qui doit être installé à Tombouctou doit provenir de la CEMA. Mais moi, je ne peux pas imaginer pourquoi. Mais la CEMA qui contrôle Kidal. Est-ce qu'au fini, c'est un partage de gâteau? Parce que oui, mais c'est ça. Mais c'est l'État qui devait choisir celui-là qui devait être installé à Kidal. Le colonel Kamisoko, qui était gouverneur de Kidal quand la crise a éclaté. Moi, je ne peux pas comprendre. Non. C'est-à-dire qu'il s'agit des autorités intérimaires. Les autorités intérimaires, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas comprendre ce genre de partage de gâteau, comme vous le dites. Maintenant, aujourd'hui, c'est très clair. C'est-à-dire, c'est comme on le dit, on a les autorités intérimaires, l'installation des autorités intérimaires, vraiment, c'est périmé parce que tout simplement, l'État s'est entêté à aller aux élections. Alors que, c'est-à-dire que les autorités intérimaires, c'était une mesure juste pour ramener la confiance, parce que c'est les localités qui ont été abandonnées. C'est-à-dire que lors de la crise, maintenant il fallait installer quelqu'un pour au moins ramener la confiance entre la population. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre. L'État s'est entêté à aller à quelles élections? Aux élections communales. Ah d'accord. Allez-y. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'agit des élections communales. Parce qu'avant il n'y avait rien. Maintenant, ils se sont entêtés à aller aux élections communales. Est-ce que justement... Mais on a dit que là où on n'a pas pu organiser des élections communales, on met en place des autorités intérimaires. Et le mot intérimaire a tout son sens. C'est-à-dire vous êtes là pour un moment donné, parce qu'on n'a pas pu mettre ce qui est légal. Et quand on pourra mettre ce qui est légal, mais vous partez. C'est le mot intérimaire. Je ne sais pas si le mot intérimaire... On va laisser réagir Boubacar Yalkoué qui a très peu parlé. Boubacar Yalkoué, est-ce qu'il n'y a pas justement une manipulation de la population de part et d'autre? On a l'impression parfois que le CJA pousse les populations d'une part, le gouvernement de la population d'autre part, et la CMA, la plateforme, tout le monde utilise un peu la population. Quelle est la réelle représentativité d'un groupe comme le CJA dans la région de Tombouctou? Non, ben, moi je l'ai tout le temps dit, puisque aujourd'hui, le gouvernement est dans un principe que je considère légal avec la mise en place des autorités intérimaires, puisque ce sont des recommandations également qui sont quand même sur l'accord. Je comprends cela. Mais la façon, le gouvernement a un peu manqué par rapport à la stratégie de mise en place de ces autorités intérimaires. Et en ce sens que quand déjà le premier coup est parti, il y a certains qui se sont levés après pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le système, puisqu'ils ne sont pas intégrés dans le processus. Le gouvernement a accepté, il a fait une ouverture, il a accepté ceci, et du moment où déjà le gouvernement s'est montré... Vous parlez de qui? Mais il y a certains groupes armés qui sont venus après, au départ. Campus 15 voilà. Ouais, parce qu'ils ont signé l'accord effectivement, mais moi je me dis que... à l'époque de la CPA. Oui, effectivement, moi je dis que du moment où déjà on a commencé la mise en place des autorités intérimaires. Bien avant la mise en place des autorités intérimaires, ceux qui devraient être impliqués dans ce partage du gâteau, on devait les connaître d'abord et clore ce chapitre-là avant de procéder à la mise en place des autorités intérimaires. Ça n'a pas été fait. Raison pour laquelle il y a eu des mécontents qui se sont levés après pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, puisque ce n'était pas inclusif d'après eux. Et moi, j'accuse l'État par rapport à ça. Et je me dis également que l'État devrait être responsable. Du moment où on cale quelque chose,
et qu'on revienne sur sa décision, on se montre plus flexible, ça se retourne contre soi. Et c'est ce qui a amené ces revendications aujourd'hui du CGA. Et le CGA que nous voyons aujourd'hui, le CGA, ça a été créé il n'y a pas très longtemps. Et nous savons également qu'aujourd'hui, celui qui est le premier responsable du CGA, mais il n'est pas le seul. Nous savons qu'il y a des députés qui sont tapés dans l'ombre à Bamako ici, qui sont en train de financer ce CGA-là. Nous les connaissons et qui sont aussi membres de la majorité présidentielle. D'ailleurs, lors de la visite du ministre au Nord, par rapport à cette affaire de Tombouctou, il y a quelques-uns, il y a un qui était parmi eux, qui est membre du CGA. Donc vous pensez qu'il y a une manipulation, vous répondez à la question, donc il y a en gros une manipulation de l'État. C'est tout. Il faut dépassionner un peu. Non, en fait, non, c'est la réalité. Nous disons la réalité par rapport à la chose. C'est le partage du gâteau commun. Non, ce n'est pas une question de passion. Nous disons la vérité telle que nous la concevons. C'est tout. Merci. Paul Ben, le 13 avril prochain est annoncé comme date de mise en place des autorités intérimaires à Tombouctou. Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui? Oui, mais écoutez, avant le 13, il y a eu beaucoup de tractations de part et d'autre. Et les dernières informations que j'ai eues, c'est que, comme mon confrère le disait, on a élargi l'éventail de places et de positions dans le collège. Et je crois que le 13... vous savez, je l'ai dit ici une fois, tout juste avant même le début de la mise en place, je dis, on a manqué de tact. Le gouvernement, l'État a manqué de tact à certains endroits. Vous voyez, moi je ne suis pas dans le secret, mais je sais que dans certains endroits, les autorités intérimaires ont été mises en place parce qu'on a fait la place pour tout le monde. Intérimaire, je ne sais pas, ça ne va pas durer 20 ans, intérimaire. Ça va durer quelques temps. Un temps que ça voudra pour que les choses reviennent à la normale. Ce n'est pas le cas de... Vous voyez par exemple le président de l'autorité intérimaire qui est le président du conseil régional. Mais il est limité dans ce qu'il doit faire. Il ne peut pas faire tout, comme les anciens présidents des conseils régionaux, des conseils de cercle. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens se tiraillent pour essayer de faire... Bon, que les groupes armés le fassent. Je comprends, mais l'État a quand même des milliers de conseillers, de milliers d'yeux, d'oreilles, pour essayer de comprendre qu'il faut faire ceci ou cela pour que ça marche. Moi, je crois que c'est ça, mais bon, ça va aller, le 13, ça va aller, moi je crois. Merci. Après, parlons à présent de la conférence d'entente nationale, la conférence d'entente nationale qui a pris fin dimanche dernier. Pas de compromis sur le mot Azawad. Issa Fakaba nous a fait un papier d'analyse à cet effet. Selon le rapport final de la conférence, le terme Azawad est une entité géographique, mémoriale et historique qui ne renvoie à aucun projet politique. Cet avis est loin d'être partagé par certains participants, dont les ex-rebelles de la SEMA. Ils réclament un statut politique et institutionnel à l'Azawad. Les assises de Bamako n'ont donc pas permis de dégager un consensus sur la question. D'autres participants ont regretté que la question du centre n'ait pas été suffisamment abordée. Le chef de l'État a annoncé ainsi la mise en place d'un comité d'experts et de sages qui devrait engager des réflexions et des discussions sur ces questions, tout comme la recommandation de la conférence d'engager des discussions avec le prédicateur radical Peul Amadou Koufa et le chef islamiste Touareg Iyad Ag Agali en préservant le caractère laïque de la République. Le comité d'experts annoncé par IBK sera par ailleurs chargé d'élaborer une charte de l'unité et de la réconciliation nationale. La conférence d'entente nationale qui a réuni plus de 300 participants consacre une étape essentielle de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Elle avait pour but de réfléchir sur les causes profondes de la crise malienne, trouver un contenu à donner au terme Azawad et l'élaboration d'une charte pour la paix et la réconciliation. Merci Safa Kabassi Soko, Boubacar Païta. Est-ce que la montagne a accouché d'une souris? Bon, effectivement, la montagne a accouché d'une souris. Parce que si un comité d'experts peut faire le travail, moi je me pose la question, pourquoi organiser cette conférence d'entente nationale? C'est comme si on a vraiment jeté... c'est-à-dire que 1,5 milliard... oui, mais c'est ça, parce que moi je ne peux pas comprendre, les conclusions de la conférence, c'est clair. Maintenant, que X ou Y ne se reconnaissent pas là-dedans, ça c'est autre chose. Maintenant que le président de la République vient dire qu'il n'y a pas eu de consensus, c'est ça qui me fait mal, parce que moi je ne peux pas comprendre pourquoi organiser. Mais les Maliens se sont parlé. Non, les Maliens se sont parlé. Les Maliens se parlent toujours. Les Maliens se sont parlé. Et il y a eu une conclusion. Cette conclusion a été très claire.
c'est-à-dire qu'a tranché effectivement la question de l'Azawad. Il faut que cela soit très clair. Mais c'est le président de la République qui a remis en cause tout ce que les participants ont fait pendant 7 jours. C'est ce que moi-même je ne comprends pas. Si c'est une autre personne, je pouvais comprendre, mais le président de la République qui comptait tellement sur cette conférence de presse, et sur cette conférence d'entente nationale, qui chantait à tout bout de champ les louanges, c'est-à-dire que les fruits qu'on doit récolter de cette conférence, que lui-même en personne aille dire après avoir, c'est-à-dire que écouter les conclusions et les recommandations de la conférence, dire, parce que la question a été tranchée, disent que, c'est-à-dire que les conclusions, on peut voir tous les rapports, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de projet politique derrière le mot Azawad. Et Azawad ne couvre pas toutes les régions du Nord. Ça, c'est clair et net. Voilà, maintenant, si le président de la République vient dire qu'il n'y a pas eu de consensus, il va mettre en place un comité d'experts, mais moi, je me pose la question, pourquoi organiser tout ça? Pourquoi tout ce boucan? Pourquoi tout ce... Vraiment, moi, je ne comprends pas. C'est vraiment du folklore, la montagne à coucher. Merci, Boubacar Païtao. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue qui reçoit aujourd'hui Boubacar Dialkoué du journal Le Pays, Boubacar Païtao de l'Indépendant et Paul Ben, journaliste indépendant, pour faire donc la rétrospective de l'actualité de la semaine. Nous allons donc du côté de Dialkoué, Boubacar Dialkoué. Les groupes armés avaient refusé de venir au début de cette conférence d'entente nationale. En tout cas, une partie de ces groupes armés avait refusé de venir et tout d'un coup, deuxième, troisième jour, on les voit débarquer. L'opposition qui avait également refusé a finalement fait une apparition. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je ne sais pas, je dirais quand même un grand bravo quand même au gouvernement. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés à faire raisonner ces gens-là de venir quand même à bord du train. Et même s'il y a eu quand même des allégations par-ci par-là qui... Ces gens-là ont reçu quand même des pots de vin. Mais moi, je me dis qu'aujourd'hui, ce qui est un peu choquant dans tout ça, parce qu'au départ, on nous avait fait croire que c'était inclusif. Dans le communiqué du médiateur, suite au Conseil des ministres extraordinaire, on nous avait dit, bon voilà, ils ont contacté tout le monde, ils ont échangé avec tout le monde est d'accord avec. Et partant de là, la date a été fixée. Bon, on voit après qu'il y a eu des réticences par-ci, par-là, du côté des groupes armés, du côté de l'opposition. Ça a vraiment surpris les gens. Mais après, ils ont quand même pu un peu corriger l'erreur en ramenant ces gens-là sur la table. Mais moi, je me dis que bon, il y a eu quand même des recommandations. Mais parmi ces recommandations, comme la question de l'Azawad, comme Païtao a eu si bien à le dire, moi, je pense que c'est-à-dire que c'était pas le moment de créer autant de polémiques autour de cette histoire d'Azawad. Si on savait réellement que ça allait être un sujet, c'est un sujet sensible, ça allait être un sujet également de discussion ou de division au sein de la salle. Est-ce que tous les sujets abordés justement n'étaient pas des sujets sensibles justement? Non, c'était des sujets sensibles, mais pour l'Azawad et également cette histoire de discuter avec les terroristes sont plus sensibles encore. Sont plus sensibles puisque nous savons que l'Azawad c'est un moyen de chantage aussi pour ces groupes armés, raison pour laquelle ils sont vraiment accrochés à ça. Maintenant, on devrait quand même faire des discussions avant le jour de la conférence pour quand même ramener tout le monde à la raison par rapport à ça. Moi, je pense que ça allait être quand même plus rationnel. Et aujourd'hui, je sais que ça va être un peu difficile puisque les groupes armés qui sont dorlotés, à chaque fois qu'ils tapent du poing sur la table, le gouvernement est obligé de respecter leur doléance. Parce qu'on a vu que juste après la lecture de la conclusion, il semblerait que dans la salle là-bas, ce sont certains des groupes armés qui ont dit que tant que le mot Azawad, on ne donne pas un caractère politique au mot Azawad, ils ne sont pas d'accord avec.
Et moi, je me dis, peut-être c'est ce qui a aussi influencé peut-être le discours du président de la République, là où il a eu à dire que bon, voilà, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Non, mais ça poser la question. Non, point d'interrogation. Ça n'a pas influencé son Paul Ben qui n'a pas réagi, on va vous redonner la parole tout à l'heure. Paul Ben, est-ce qu'il faut organiser une conférence d'entente nationale bis, une deuxième conférence d'entente nationale pour s'accorder? Je crois qu'on a besoin de cet argent-là pour autre chose de plus sérieux. Et moi, je suis très lucide par rapport à cette question de l'Azawad. D'ailleurs, même c'est une boutade qu'on se fait au nord là-bas chaque fois, nous les Azawadiens. Bon, écoutez, moi, je crois que pour réellement parler de la question de l'Azawad, qu'on organise des rencontres, des réunions au nord du Mali. Vous comprenez? Parce que ceux qui veulent imposer ce mot ou bien qui veulent donner une tournure politique, un caractère politique à ce mot, ils sont au nord. Qu'ils demandent à leurs frères du nord. Vous prenez du 14e parallèle jusqu'à la frontière de l'Algérie. Qu'ils organisent des rencontres, qu'ils demandent aux uns aux autres s'ils veulent, ils vont accepter, s'ils veulent accepter que par exemple la région de Mopti, de Gao, de Tombouctou, de Kidal, de Taoudéni, de Ménaka, qu'elle s'appelle Azawad. Ça, là, vous aurez la meilleure question, mais ce n'est pas ici, dans une salle du Palais de la Culture à Bamako, qu'on pourra vraiment discuter de la question réellement. Si on la pose là-bas au nord, vous comprendrez ce que les uns et les autres diront. Merci. Alors, après la grève des magistrats en février dernier, les syndicats de la santé et des travailleurs sociaux sont en grève illimitée. En plus des enseignants également en grève, s'ajoutent les services de douane également en grève illimitée. Alors, Boubacar Païtao, l'Assemblée nationale exhorte le gouvernement à trouver des solutions rapides et durables à tous ces mouvements de grève. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous savez que le malheur dans ce pays, c'est que le gouvernement n'est pas disposé. Le gouvernement n'est pas du tout disposé à trouver des solutions. C'est malheureux, il faut le dire, parce que je sais que ça va choquer certains, mais c'est ça la réalité. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des cadres de ce pays, des intellectuels, signent un engagement. La plupart des revendications, ce n'est pas des nouvelles revendications. C'est des revendications, pour la plupart, et sur lesquelles on a eu un d'accord. Que la douane, en tout cas de mémoire, c'est la première fois que j'entends que la douane va en grève. Du coup, grève illimitée. On n'en peut plus. Il faut que l'État change même de politique salariale au Mali. Parce qu'on ne peut pas continuer à donner des salaires d'un régime socialiste aux gens. Je fais juste une petite comparaison. Au Burkina, parce qu'on ne va pas se comparer à des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Au Burkina, la catégorie C, indice plafonné, c'est 1100 et quelques. La catégorie C. Et au Mali, la catégorie A, indice plafond, c'est 900 et quelques. Imaginez la différence. Et au Burkina, la valeur indiciaire, c'est 500. Au Mali, la valeur indiciaire est passée à 400 le mois de janvier passé. Mais on ne peut pas continuer à donner des salaires d'un régime socialiste aux gens. On n'est plus dans un régime socialiste. L'État doit comprendre cela. Dire qu'on n'a pas les moyens, c'est faux. C'est faux. L'État n'est pas rien. Parce que les privilèges qu'ils ont, ils ne veulent pas vraiment se défaire de ces privilèges pour aller à une véritable politique salariale au Mali. Merci Païtao. Paul Ben, rapidement. Je vais abonder un peu dans le même sens que Païtao. Quand on dit qu'on n'a pas les moyens, mais ces députés qui demandent à l'État de chercher des solutions, qu'ils commencent d'abord par diminuer dans leur salaire. Dans un pays qui se dit pauvre, un président de l'Assemblée qui gagne plus de 20 millions par mois, écoutez, qu'il commence par diminuer son salaire, il diminue le salaire des députés, on va trouver une solution. Là, vraiment, je crois que pour essayer d'assainir vraiment la ville, commençons par balayer la devanture de nos cases. Merci Boubacar Yalkou. Quelles sont les conséquences socio-économiques de ces grèves, surtout cette dernière en date, la douane qui est génératrice de revenus dans notre pays? Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme Païtao l'a si bien dit, on en a marre et puis finalement le peuple s'est dit que ça passe ou ça casse, quoi. C'est un peu ça, puisqu'on a face à nous un gouvernement que je dirais qu'il est insensible face aux conditions de vie des Maliens. Et c'est ce qui amène tout ça. Et quand on essaie de voir un peu la position de l'Assemblée nationale aujourd'hui, je me dis que c'est de la poudre aux yeux.
puisqu'ils sont dans le même bateau. Les privilèges, c'est entre eux là-bas. Donc, il faut essayer d'équilibrer les choses au niveau de la famille pour faire croire au peuple que même entre eux, il y a certains qui ne sont pas d'accord avec la position du gouvernement. Et bon, je me dis aujourd'hui qu'ils ont quand même ils ont intérêt, comme Païtaou l'a si bien dit, ils ont accordé. Et après, ils disent qu'ils ne peuvent pas le faire. Moi, je ne le comprends pas, puisque même le ministre de l'économie a eu à le dire en son temps que l'économie malienne se porte très bien. Il l'a dit. Mais toi, tu dis que l'économie malienne se porte très bien, mais ça ne se ressent pas positivement sur les conditions de vie des Maliens. Ce n'est pas compréhensible. Mais entre eux, là-bas, ils sont dans cette posture de vue de Pacha. Ça n'a pas changé. Ils disent que le Mali est en crise, mais ça ne se ressent pas sur leurs conditions de vie. Et à leur niveau, ça ne fait que les dépenses ne font que grimper. Mais il est temps que ça s'arrête. Qu'ils pensent aussi également à ce peuple-là. Et aujourd'hui, c'est ce que tout le monde est dans tout le monde aujourd'hui, tout le peuple malien accompagne ces grévistes-là aujourd'hui, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation. Les douanes, comme vous l'avez si bien dit, viennent de prendre le train en marche. Mais aujourd'hui, le peuple est décidé puisqu'on en a marre. Et nous disons aujourd'hui qu'un gouvernement qui dit aujourd'hui, je vais vous faire ça. Le lendemain, il dit à son peuple, je ne peux pas le faire puisque je n'ai pas les moyens. Mais ça veut dire que c'est un gouvernement irresponsable. Ça ne peut pas continuer. Moi, je crois qu'il faut qu'on commence, il faut que vraiment, sérieusement, qu'on se parle sérieusement, que le gouvernement essaye vraiment de réduire sensiblement son train de vie. Franchement. Vous pensez que c'est la seule alternative? Vous pensez que si le gouvernement réduit son train de vie, ça pourrait satisfaire toutes ces revendications? Pas toutes, c'est un début. C'est un début. Vous savez, quand vous demandez à quelqu'un de lâcher prise, il faut... C'est l'État, vous savez, l'État est au-dessus de nous tous. Hein. Nous sommes des privés, nous sommes des personnes, nous sommes des cadres de l'État. Mais l'État est au-dessus de nous tous. Pour montrer l'exemple, il faut que le chef de famille le fasse. Quand le chef de famille ne montre pas l'exemple, ben écoutez, c'est la pagaille. Et c'est comme ça. Et quand l'État n'existe plus, ben c'est Dieu qui nous aide. Imaginez un peu, on a vu le cas des magistrats ici, quand les magistrats ont tapé du poing sur la table. Ils ont résolu. Parce qu'ils ont peur de ces gens-là. Puisque la plupart de nos cadres là, ce sont des véritables voleurs, ce sont des corrompus. Et ils savent également que leur dossier, c'est là-bas, ça se gère. Donc il faut rapidement gérer leur affaire. Et imaginez un peu, eux, aujourd'hui, les magistrats sont restés en grève pendant un moment. Non, mais oui, effectivement, mais imaginez un peu, aujourd'hui, ils ont à peu près, on les a ajoutés à peu près 200 000 à peu près. Maintenant, quand vous la grève de la santé, Bouakar Païtaou dure depuis le 9 mars. Aujourd'hui, à peu près ça fait à peu près un mois. Et c'est ce qui est vraiment... Voilà. Mais moi, je ne peux pas comprendre que des agents de la santé en grève plus de 3 semaines, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Et après ces 3 semaines, on vient ouvrir les négociations. On vient ouvrir les négociations. Oui, on vient presque avec les mêmes propositions. Moi, je ne comprends pas. Le bras de fer. Hein. Moi, je ne comprends pas. On dirait que... C'est-à-dire que l'insouciance, le comble de l'insouciance. Moi, je ne peux pas comprendre. Plus d'un mois et après, on vient organiser des négociations et on vient avec les mêmes propositions. Même pour l'éducation, c'est pareil. Merci Païtaou. Paul qui a moins parlé que les autres, en 1 minute, où vont donc nous mener toutes ces grandes sociales finalement? Espérons qu'elles ne nous mènent pas à la catastrophe, à l'explosion. Espérons-le. Espérons que le président de la République, dans sa sagesse, trouvera une dernière étoile pour vraiment dire bon stop, parce que c'est lui qui est quand même le chef suprême de l'État et c'est lui qui peut dire bon vraiment stop et prendre des mesures. Merci. C'est la fin de cette émission. Posez-nous vos questions. Contribuez au grand dialogue à travers notre répondeur au 75 84 11 11 et au 75 84 12 12. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Arandialo. Sedumbo était à la mise en onde. Mamadou Ouattara à la régie vidéo. Merci à vous mes invités. Merci chers auditeurs. Bon week-end. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.